Agora vamos apresentar a professora Jailma Moreira, né? Então, eu vou falar um pouco em português, um pouco fora daqui, um pouquinho, dizer que a professora Jailma Moreira, Pedreira Moreira, ela é professora do programa de Crítica Cultural, que é um programa na área de letras. Costumamos dizer que crítica cultural, com mestrado, doutorado, etc., funciona há 15 anos, poderia ser em qualquer área do conhecimento. No entanto, entre nós é na área de letras. E o objeto de pesquisa de todos os pesquisadores é língua, literatura e suas relações intersemióticas. Oui, donc, chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter Jailma Moreira, qui est maître de conférence et vice-coordinatrice du groupe de recherche Lingua et Critica Cultural à l'Université d'État de Bahia, UNEB. Elle est titulaire d'un postdoc en lettres et métacritique féministe. Elle a obtenu à l'Université fédérale de Minas Gerais en 2015. Elle a également un postdoc dans le domaine des lettres, des théories et de la critique de la culture, soutenu donc à l'Université fédérale de Bahia en 2008. Pronto, então aí você pode traduzir aquele trecho da crítica cultural. É importante dizer da crítica cultural por conta do trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, as áreas, os domínios que interagem, a necessidade de ter sociólogos, antropólogos, etc., nessa rede de pesquisa. O nosso programa, que é na área de letras, ele acolhe essa diversidade. Claro, através do objeto que é a língua, literatura e relações intersemióticas. A partir desse objeto, podemos acolher pesquisadores de todas as áreas, contanto que qualquer que seja a área, inclusive a matemática, dialogue com língua, com literatura et com relações intersemióticas. Donc, le noyau dur du groupe post-critique est que c'est un groupe qui fédère plusieurs disciplines, qui met en dialogue plusieurs disciplines. Et le lien qu'il y a entre ces disciplines-là est valable tant et si bien que dès lors qu'ils peuvent concerner les mathématiques, toutes les autres sciences, à condition que, et le lien entre tout ceci sera la langue, sera la littérature, par le biais donc de la critique. Donc c'est le noyau dur de la post-critica, c'est l'interdisciplinarité et le positionnement qu'apporte le chercheur. Ce qui fait que le groupe de recherche accueille des chercheurs, des enseignants-chercheurs de plusieurs horizons. Para finalizar, então, e convidando a professora Jailma, a noção de relações intersemióticas, articuladas à língua e literatura, porque qualquer domínio tem seu discurso, tem sua terminologia, e finalmente tem sua língua, né? Embora não seja linguística. Isso é importante porque eu vejo que aqui tem uma mesa que vai tratar exatamente dessa língua, que é para além da língua linguística, ou seja, de uma língua cultural, de uma língua com signos. Você pode estar fazendo uma pesquisa sobre pintura rupestre e a pintura rupestre ser uma língua, né? Então, por isso que acho tão relevante a constituição dessa rede. Então, professora Jailma. Donc la relation intersémiotique donc, concerne à la fois la littérature et les différents langages. Le langage, par exemple, de l'art rupestre, c'est un langage qu'on peut décodifier et qu'on peut amener et observer à partir de ce groupe de recherche de la post-critica. Et là, on donne la parole à Jailma. Boa tarde, bonjour, né? Boa tarde a todas as pessoas. O título da minha fala chama-se Narrativas Africanas Afrodiaspóricas e Epistemologias Alternativas no Diálogo Brasil-África, que na verdade... Não está passando? Está passando.
Ok? Posso traduzir? Pode. Isso, uma coisa assim. Ah, não passa porque... Passe, agora passe. Donc le titre, le titre de la présentation que je propose de faire aujourd'hui, ça s'intitule Récits africains, afrodiasporiques et épistémologies alternatives dans le dialogue Brasil-Afrique. Que na verdade é o título da proposta que a gente está fazendo para a jornada de estudos lá na Bahia, né? Então eu quero começar já agradecendo a professora Soraya pelo convite, né, para poder participar dessa rede de pesquisadores, de estudos sobre um tema que eu considero muito importante, que na minha leitura fica o seguinte, considerando o projeto da professora Soraya: epistemologias africanas e diaspóricas e suas estratégias de emancipação intelectual. Je remercie tout d'abord la coordinatrice de ce projet, Madame Soraya Dani, d'avoir accueilli, nous avoir accueillis. Et là, je pense, je propose, je vais passer à la présentation de mon axe de recherche. Et il me semble très important le contenu de réfléchir justement sur le contexte afrodiasporique e les stratégies d'émancipation intellectuelle. Então, como nova integrante da rede, que pretende acolher vocês no Brasil, né, na Universidade do Estado da Bahia, em Alagoinhas, em setembro deste ano, para propor mais uma rodada de estudos, né, mais uma rodada de discussões. Meu propósito com esse texto é compartilhar um pouco como temos discutido sobre essas epistemologias afrodiaspóricas ou mesmo africanas, observando os mecanismos que as interditam, né, bem como a potência emancipatória que encenam, considerando suas complexidades, contextos específicos e nossos recortes de pesquisa e de estudo. Então, esse é o objetivo do nosso texto aqui, compartilhar o que vamos apresentar na Bahia em setembro. Donc, notre objectif, notre but, c'est de partager avec vous aussi bien les propositions de notre groupe de recherche, de comment on organisera cette journée d'études, mais aussi de vous inviter à participer, pour ceux qui le souhaitent, à réfléchir sur cette thématique qui nous semble très importante, c'est-à-dire les mécanismes qui interdisent et aussi la puissance émancipatoire, de comment ces mécanismes ils vont mettre en scène cette puissance, émancipatoire, en considérant la complexité des contextes spécifiques et notre découpage en fonction de notre étude. Isso. Tanto os mecanismos que interditam como a sua potência. Aussi bien les mécanismes qui interdisent que sa puissance. Isso. Então, propomos debater sobre narrativas africanas, afrodiaspóricas e epistemologias alternativas no diálogo entre Brasil e África, pois alguns colegas da Bahia, que vão estar na próxima edição, realisam essa interlocução, esse diálogo, né, Brasil e África. Donc justement, on va essayer de réfléchir sur les récits africains et également sur ces épistémologies que nous appelons alternatives avec nos collègues de l'Université de l'État de Bahia. Um exemplo, né, que eu posso citar é o caso da pesquisadora, historiadora Jacimara Souza Santana, que vai estar conosco lá em setembro na Bahia. E ela fez uma pesquisa ao sul de Moçambique, buscando ouvir vozes de e sobre mulheres Tinianga, que são médicas sacerdotisas. Un exemple que nous avons à vous montrer ici, c'est celui de l'historienne Jacimara Souza Santana, qui fait partie de ce groupe de recherche et qui a mené ses travaux dans le sud du Mozambique, en cherchant à rassembler toutes ces voix, et voix surtout des femmes Tinianganas. Ce sont en fait des Tianganas.
qui sont en fait les prêtresses, des prêtresses en fait. A partir da escuta de narrativas que essa professora faz, né, essa escuta que ela faz dessas narrativas, ela observa como os saberes dessas mulheres foram perseguidos, uma tentativa de aniquilação pelo poderio colonial. Et à partir de ces récits, de ces savoirs en fait ancestral de ces femmes, hein, elle va essayer de voir comment elles ont été persécutées, hein, et comment cela a représenté à l'époque une tentative d'anéantissement par le pouvoir colonial. Com isso, nós já começamos a perceber as ressonâncias entre as terras do Brasil e as terras em que a pesquisadora se debruçou para estudar. Então, essas ressonâncias entre as terras brasileiras, né, e as terras africanas. E uma marca dessa interlocução é o colonialismo que a gente vai observar nos dois territórios. Oui, donc cette chercheuse, elle essaie également de trouver des ponts entre l'Afrique et le Brésil, et ce qu'elle appelle les résonances, hein, soit bien en terre brésilienne qu'en terre africaine, et le point d'intersection qui relie en fait cette réalité, cette double réalité, cette même réalité, c'est le colonialisme présent dans ces deux territoires. Então, vamos observando que essas epistemologias alternativas e emancipatórias, né, vão se configurando como narrativas, saberes que buscam resistir a um poderio colonial aniquilador. Et nous nous rendons compte que ces épistémologies que nous appelons ici alternatives et émancipatoires, hein, ce sont en fait des récits savoirs, hein, qui cherchent à résister à un quelconque pouvoir colonial considéré comme anéantissant. São narrativas que vão se posicionando, se configurando, se apresentando contra um único saber, uma única epistemologia que se propõe a apagar outras existentes. No Brasil, a gente tem usado muito o termo, escutado o termo epistemicídio. Né? Donc, ce sont des récits qui vont s'opposer justement à ce savoir unique, hein, à l'idée en fait d'avoir qu'il existe une seule épistémologie, hein, qui se propose d'effacer d'ailleurs d'autres, hein, qui existent et qui sont pluriels. Et on appelle ça, comme vous pouvez voir, et donc il y a le terme très utilisé, très employé aujourd'hui, de épistémicide. No caso dos saberes das mizingas, né, que são médicas sacerdotisas, a gente vai vendo que são saberes que têm uma relação com o cuidado, com a cura, a continuidade da existência. Esse é um detalhe importante, porque marca uma vivência luta. Posso continuar? Donc ce savoir, le savoir par exemple des Zingas, hein, c'est un savoir qui est relié aux soins, hein, à la continuité de l'existence. Hein. Et c'est un détail important parce que ça marque, c'est la marque en fait d'un vécu lutte, ce qu'elle appelle, en fait, o mot valise ici, vécu lutte. Isso. Então, essa vivência que se transforma em luta se encena porque se começa a perceber que há um pacto, foi feito um pacto para se matar uma civilização. Ao mesmo tempo que se faz também um combinado tácito desses povos perseguidos, né? Então, a gente vai observando saberes que são construídos estrategicamente para que esses sujeitos não sejam mortos, aniquilados novamente. Donc on voit et on comprend aussi par épistémicide, hein, ce pacte-là, un pacte qui est fait pour tuer, hein, une civilisation, une espèce de combinaison tacite entre de ces peuples, hein, et leur savoir qui est construit de façon stratégique, hein, et ils construisent en fait pour ces savoirs, justement ces épistémologies alternatives, n'est-ce pas? Elles construisent de façon stratégique, hein, de façon à ne pas mourir, à ne pas être anéanti par l'autre. Essa tentativa de aniquilação é feita constantemente, atualmente, de diversas formas,
nos navios dos tráficos cotidianos, nos troncos, né, cotidianos, nas perseguições diversas, nos saberes dos livros didáticos, né, que apagam esses outros saberes, nas paradas policiais que perseguem, que matam sujeitos somente pela cor da pele negra, né, através da falta de direitos básicos, falta de água, de luz, de comida, ou seja, através da negação prático-discursiva do direito a existir. Et donc, ici, dans une image de bateaux, en fait, on pourrait voir cet épistémicide comme les bateaux, hein, les navires, des trafics quotidiens, où il y aurait des branches quotidiennes, donc c'est un peu littéraire son discours, hein, des persécutions qui sont diverses également. Donc, et quel type de persécutions sont, et on parle de quel type de persécutions? Celles qui touchent les savoirs, hein, des livres didactiques. Hein. Il y a également, dans les arrestations, par exemple policières, on peut voir également cet épistémicide, hein, également dans le manque, hein, du droit basique des citoyens, par exemple comme l'eau, comme l'électricité, la nourriture, hein, le droit des choses les plus basiques. Donc ce sont tous des négations, des outils de négation pratico-discursive du droit à l'individu d'exister. Por isso que no Brasil nós temos escutado duas frases que ressoam bastante. Uma delas é essa: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que é de um músico, o Belchior, que as comunidades em lutas têm repetido bastante, né? A outra frase, que está presente em um dos contos da escritora negra Conceição Evaristo, também repetida por essas pessoas, diz o seguinte: eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Donc ici, il y a deux phrases que j'expose et qui me semblent très parlantes. La première est extraite d'un musicien Belchior qui dit « L'année dernière, je suis mort, hein, mais cette année, je ne vais pas mourir. » Et celle la deuxième, c'est celle de l'écrivaine et poète Conceição Evaristo, brésilienne, hein, qui dit « Ils ont essayé de nous tuer, mais nous avons fait le pacte de ne pas mourir. » Então, esses saberes de cura, esses saberes medicinais praticados boa parte por mulheres, né, que no Brasil a gente chama de rezadeiras e benzedeiras, ou seja, herdados de uma epistemologia ancestral africana em diálogo com os conhecimentos dos povos originários das terras, né, da América Latina, a gente vai vendo como esses saberes, essas pessoas têm sido perseguidos. Há uma tentativa de extermínio de outras culturas, narrativas, línguas. Et nous nous rendons compte que ce savoir, par exemple les savoirs médicinaux, les connaissances médicinales, pratiquées dans la plupart du temps par ces femmes, qui sont des femmes considérées comme des guérisseuses, hein, des femmes prêtresses, et qui ont hérité à cette épistémologie déjà ancestrale, hein, africaine, elles vont dialoguer avec les connaissances des peuples originaires dans les terres latines, hein, comme le Brésil, j'imagine. Hein. Então, são conhecimentos... Excusez-moi, ces voix-là sont persécutées, hein, et on essaye en fait de l'exterminer. Exterminer en fait les cultures, les récits, les langues. São conhecimentos perseguidos, mas que dialogam com outros signos, outras lógicas, outros valores, que confluem, que é um termo muito usado por um quilombola respeitadíssimo enquanto intelectual no Brasil, que é o Antônio Bispo. Ele vai falar das confluências. Então, são conhecimentos que dialogam com outros signos, lógicas, valores, que confluem cosmovisões, em contraponto à lógica da exclusão e a afirmação unívoca de uma única existência, de uma única epistemologia. Et oui, ici je donne donc l'exemple d'un marronnier
un héritier d'un marronnier qui s'appelle Antonio Bispo, lui-même un habitant vivant, excusez-moi, dans un marronnage, qui a attiré l'attention sur le besoin de dialoguer avec ces signes, ces autres signes, ces autres types, formes de logique et des valeurs également, qui confluent. Donc là, il utilise le terme confluer. C'est important en fait d'imbriquer ces cosmovisions différentes qui échappent justement à la vision classique d'une affirmation univoque, d'une seule existence, et qui vão en fait échapper également au récit d'exclusion. Então, nós vamos percebendo linguajamento colonial, sua colonialidade sobre povos, e, ao mesmo tempo, em contraponto, uma rasura constante por outras linguagens, outras enunciações de conhecimento, artes de resistência, expressões a partir de suas realidades, desses povos subalternizados. Et donc, on construit là, par ces biais, un langage colonial à l'envers, une colonialité sur les peuples, et on voit comment ces peuples-là ont été écartés par leur propre langage. Et donc, ces énonciations-là, c'est d'autres formes d'énonciation, elles symbolisent la résistance et elles passent par la connaissance, par les arts, par d'autres façons, d'autres formes d'expression a partir de leur propre réalité. Isso. Então, percebendo esse confronto constante, essa resistência constante nessa linha, que pesquisadores como, por exemplo, Lícia Barbosa, que é uma professora das Ciências Sociais, que estará conosco na Mesa da Bahia, vai se propor a ouvir narrativas outras diversas de mulheres que erguem a voz por meio da poesia, do grafite, da dança, que englobam a estética do hip-hop, né? Uma produção diaspórica informada por traços de cultura e histórias de matrizes africanas ressignificadas localmente. Et ici, maintenant, je présente une nouvelle, une autre personne qui sera le membre de notre intervenante de notre JE, la chercheuse Lícia Barbosa, elle-même travaillant dans le département de sciences sociales, et qui se propose de faire entendre en fait ces narratives, ces différents récits des femmes qui essayent de lever en fait leur voix par le biais de la poésie, par le biais du graffiti, par le biais de la danse. Et cela englobe l'esthétique du hip-hop également, hip-hop, une production diasporique qui est informée et traversée par des différents traits de culture et différents traits historiques qui se fondent sur les matrices africaines e que são ressignifiés localement. A pesquisadora vai observando as intersecções de raça, gênero, classe, buscando detectar a diferença das diferenças. Donc elle travaille vraiment sur une posture déjà féministe avec la notion d'intersectionnalité à l'égard donc de la race, du genre, de la classe et des différences dans la différence. E nós, junto com a pesquisadora, vamos observando o engendramento de outras epistemes. Por exemplo, o alargamento da concepção de arte, né? O alargamento de uma epistemologia feminista. Et ensemble, donc, nous commençons à voir l'engendrement, l'apparition en fait d'autres épistémés qui prennent en charge cet élargissement du concept d'art. Isso, observando e ouvindo as lutas das mulheres, a gente vai ver ali sendo encenado um feminismo negro, para além de um feminismo que se restringiu à experiência e luta de mulheres brancas e de uma classe sociale en général. Et donc, c'est dans ces scénarios qu'on voit aussi l'émergence d'une voix féministe noire qui va, à travers donc, leur propre réalité, mettre en scène et rendre aussi spécifique leur propre féminisme, qui diffère du féminisme des femmes blanches. A pesquisadora dialoga com uma outra chamada Ana Lúcia Souza, né?
que tem trabalhado um conceito que nós temos usado muito, que eu vou falar aqui, né? Ana Lúcia se debruçou também sobre o protagonismo de jovens negros no hip hop. E, ao observar o movimento desses jovens, ela vai constatar a tessitura de um letramento de reexistência, que implica o direito de existir, que impulsiona uma resistência, mas também há um movimento de reinvenção de si, de construção de outros saberes, valores, sentidos para si, nas batalhas mortíferas da linguagem racista e estrutural cotidiana. Donc cette même chercheuse va dialoguer avec une autre chercheuse qui s'appelle Lícia Barbosa. Non, excusez-moi, Lícia Barbosa va dialoguer avec Ana Lúcia Souza, qui a beaucoup travaillé sur le protagonisme des jeunes noirs du hip-hop, du mouvement du hip-hop. Et donc, comme cela, ainsi, nous commençons à se rendre compte qu'il y a toute une structuration et la formation d'un langage, ce qu'elle va appeler, en fait, va fonder par le terme, un néologisme, réexistence. Hein. Réexistence qui veut dire, en fait, le droit à exister, sous la forme impulsionnée par une forme de résistance, hein. Mais également, cela entraîne un mouvement de réinvention de soi-même, de construction d'autres formes de savoir, avec le mot valise, savoir, valeur, sens, hein, qui échappe en fait aux batailles mortifères d'un langage raciste et structurel de la vie quotidienne. Então, somos levados a perceber feminismos diversos. Por exemplo, o feminismo afro-latino-americano, que é um conceito também de uma intelectual negra brasileira, que é a Lélia Gonzalez. Então, esses feminismos contra imposições epistêmicas. Et donc, nous voyons également donc, différentes formes de féminisme. Hein. Et donc là, ce féminisme dont je vous ai parlé va dialoguer également avec le féminisme afro-latino-américain, très prisé en fait par Lélia Gonzalez, une intellectuelle noire brésilienne, hein, qui a beaucoup réfléchi sur cette question et qui s'est insérée dans ce monde non seulement brésilien, mais afro-latino-américain. Hein, et qui s'opposait en fait aux impositions justement épistémiques. No meu percurso de pesquisa e estudo, tenho me debruçado a estudar e a escutar mulheres trabalhadoras do campo e também escritoras negras. Esse é o meu percurso de pesquisa. E nesse percurso eu tenho percebido como essas mulheres têm enfrentado a predicação, a nomeação prescritiva, criando outros conceitos de vida, compartilhando outras epistemologias do viver, da literatura e da luta contra a sujeição, o aprisionamento subjetivo, político-cultural do existir. Et oui, en fait, ma recherche, mes travaux de recherche portent justement sur ces femmes, en fait, des femmes paysannes. Je travaille sur les femmes paysannes et également sur les écrivaines noires au Brésil. Ces femmes sont des femmes qui affrontent la vie, une vie difficile, justement parce que, à travers leur littérature et leur savoir-faire et leur production, elles vont proposer d'autres concepts de vie. Ils vont partager d'autres formes d'épistémologie dans leur façon de vivre la littérature, et elles luttent également contre une espèce de d'emprisonnement subjectif, político-culturel. Mulheres, escritoras negras, intelectuais, que também escrevem com seus corpos, têm nos ensinado outras concepções de literatura, com suas práticas discursivas, seus olhares situados, posicionados e interessados, têm nos ensinado a desconfiar das pretensas neutralidades, colocando sempre em xeque para que serve um conhecimento,
A quem serve determinado saber? Donc, ces femmes écrivaines noires, des intellectuels noirs, hein, qui écrivent, elles écrivent avec leur propre corps, hein, donc le langage corps. Et ce langage corps, il nous apprend d'autres conceptions de la littérature, hein, à travers des pratiques discursives, à travers d'autres regards qui sont positionnés, qui sont intéressés, et qui portent, des regards qui portent contre les prétentieuses formes de neutralité, hein, et qui ont mis en échec, la connaissance d'un savoir qu'on souhaite être univoque. A pesquisadora negra baiana Maria Nória de Jesus Oliveira, que vai estar conosco na Mesa da Bahia, enveredou seu caminho de pesquisas pelo campo, muitas vezes desconsiderado nos currículos, o campo da literatura infanto-juvenil, que muitas vezes não é considerado lá, né? E ela enveredou sua pesquisa nesse campo, observando com sua marca ideológica as implicações desse texto na sala de aula, na formação dos estudantes leitores. Une autre chercheuse noire baianaise qui s'appelle Maria Nória de Jesus Oliveira, elle a emprunté ce chemin-là dans ses recherches sur le terrain. Elle a porté son regard sur les manuels scolaires, donc surtout tous les textes qui concernent en fait l'école. Surtout la littérature infanto-juvénile, la littérature de jeunesse. Et elle a observé, avec comment l'idéologie, hein, et quelles sont aussi les implications que ces textes qui sont étudiés, comment ces textes qui sont étudiés en cours, hein, peuvent être nourris en fait d'une charge idéologique très présente. Et donc c'est une chercheuse qui va déconstruire justement le regard qu'on portait sur les manuels scolaires autrefois, en proposant d'autres formes d'épistémologie. Então, ela investiga a construção de personagens negros nesses livros, né? Ressaltando a importância de um conhecimento em cena que politize o ato de conhecer, as perspectivas implicadas, as consequências de uma narrativa. Donc, elle va chercher, oui, la construction des personnages. Elle s'intéresse en fait aux personnages noirs, hein, qui figurent dans ces livres. Elle va souligner l'importance de cette connaissance, la connaissance de ces personnages, et comment ils mettent en scène, comment ils politisent l'acte de savoir, l'acte de connaître. Hein. Quelles sont les perspectives impliquées également, et quelles sont les conséquences de ce récit, de ce nouveau récit. A literatura vai se mostrando como uma usina de conceitos, peça de arquitetura humana, ajudando a construir uma subjetividade ativa, bem como, a depender da representação, a possibilidade de uma subjetividade nula, desumana, excludente, como muitas vezes foi e ainda é desenhado personagens negros e suas culturas. Donc c'est une littérature très importante pour la pluralité la pluralité de littérature au Brésil, puisque cette littérature elle peut être perçue comme une machine à concept, une pièce d'une architecture humaine qui aide à construire une forme de subjectivité active. Elle met en place toutes les questions autour de la représentation, elle va essayer de se confronter, de s'opposer à une subjectivité considérée comme nulle, hein, inhumaine et également excludante. Voilà, ces personnages donc sont travaillés en salle de cours par leur culture et oui, c'est ça. Ouais, pode passar. Nessa linha, nós vamos vendo as epistemologias construídas por escritores e intelectuais negros. Nessas epistemologias, a literatura vai encenando um saber que está atrelado ao si, à subjetividade e ao jogo político-cultural de anulação e resistência.
Ao mesmo tempo, vamos observando a importância de narrar, de se apropriar da narrativa do conhecimento para tornar-se sujeito, deixando de ser mero objeto. Queremos saltar. Ce sont donc des épistémologies construites par des écrivains, des intellectuels noirs. C'est une littérature qui met en scène un savoir lié à la subjectivité et également à un jeu politico-culturel qui s'oppose à ce jeu politico-culturel de l'anéantissement et se pose comme une forme de réexistence. Pode passar, acho que então. C'est la dernière partie. Conceição Evaristo, uma das escritoras que tanto tem me ensinado, né, com o seu saber dramático, vai nos pontuar algumas lições, né? O saber, o escrever, sempre ligado à vivência, daí ela trabalhar com o conceito escrevivência. Posso ir? Do lugar historicamente demarcado ao povo negro no Brasil, de não humano na escravização, a farrapo humano no pós-abolição, ainda hoje mão de obra responsável pela construção da riqueza brasileira, o saber literário outro está sempre em opération démarquée. Donc nous cherchons une autre écrivaine que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, sur qui je travaille en fait, c'est Conceição Evaristo. Et elle met en scène un savoir dramatique. Et elle lance également un concept, elle forge le concept d'escrevivência, qui c'est l'écriture liée au vécu. J'écris de la même façon que je vis. Donc elle va remettre en question la notion également d'esclavage de l'homme noir vu en tant que bote aqui só. En tant que... Il y a un mot qui m'échappe, excusez-moi. Oui. Cadê? Tu vas sauter, ouais. Là? Aqui? Tá? Oui. Donc elle analyse comment... Oui. Elle analyse cet homme-là de la post-abolition au Brésil et comment l'homme noir est devenu une main-d'œuvre responsable de la construction de la richesse brésilienne, du savoir littéraire, mais il n'est pas valorisé. Donc, oui. Então, Evaristo nos diz que as histórias não são para ninar, embalar os da casa grande, mas para incomodá-los nos seus sonos injustos. J'adore cette phrase, à Conceição Evaristo. Elle dit donc que les histoires, elles ne sont pas faites, elles n'ont pas la vocation de bercer les enfants de la maison du maître, mais elles sont là, ces paroles, ces histoires sont là pour gêner, pour déranger le sommeil, pour les déranger dans leur sommeil, dans le sommeil des injustes. Com esses outros contextos, narrativas, narradores em cena, a oralidade ganha valor, apontando para oralituras, outras grafias do corpo, outros lugares de memória, como nos diz a intelectual Leida Martins, ou seja, outras epistemes. Oui, dans ces contextes, nous avons donc des récits, des narrateurs, hommes et principalement en ce qui nous concerne des femmes noires, qui sont soumises à ce genre de vécu et qui, à travers l'oraliture, présentent d'autres formes de parler de leur corps, de traduire leur corps, et également il peut également émerger d'autres lieux de mémoire, selon les mots de Leda Martins, d'autres formes d'épistémie. Então a gente vai vendo a vivência junto com a fabulação. A fabulação não é inocente, não é ingênua, a fabulação é sempre crítica, né? O saber é posto em movimento. Oui, donc il y a cette notion de vivance, du vécu lié à l'idée de la fabulation, de l'art d'écrire. Et donc cette fabulation, c'est une fabulation critique. La littérature nous fait penser, elle est là pour émerger, pour nous faire réveiller, pour pouvoir nous poser, de façon à ce que nous posions des questions, que nous nous recrions. O saber é declaradamente em operação.
que vai transformar as lágrimas de dor de mulheres violentadas em lágrimas de insubmissão, como diz o título do livro da escritora Conceição Evaristo. Insubmissas lágrimas de mulheres. Então, saber declaradamente em operação que transforma a lágrima de dor em lágrima de insubmissão. Oui. Et dans l'anthologie d'Évariste, intitulée Larmes insoumises des femmes, elle pose cette question de la nécessité, du besoin d'agir, d'être en mouvement. Hein. Et elle s'approprie en fait, elle va utiliser donc cette image très jolie, hein, des larmes. En fait, c'est des larmes des femmes, des larmes de douleur des femmes qui ont été agressées, violentées dans leur. Mais ce sont des larmes qui sont devenues en fait qui sont devenues les larmes, pardon, d'insoumission. Então, é trabalho na linguagem, com a linguagem e também contra uma linguagem colonial, patriarcal, raciste, capitaliste. Donc c'est un travail par le langage, avec le langage et contre un langage colonial, patriarcal, raciste, capitaliste. Essa linguagem que anulou a potência de conhecer, de narrar. Le langage, en fait, qui a annulé la puissance de raconter. Nesse movimento de abertura para outras epistemologias africanas, afrodiaspóricas, né? Muitos dos nossos pesquisadores têm perguntado como isso está sendo operacionalizado nas escolas, nas universidades. Dans ces mouvements d'ouverture justement à d'autres épistémés, d'autres épistémologies afrodiasporiques, hein, les chercheurs se posent la question de savoir comment rendre opérationnel, comment en fait ces épistémés sont travaillés dans les écoles, dans les universités. Pesquisadores que vão estar com a gente na Bahia, como Anória Oliveira, Lícia Barbosa, Célia Santana, vão perguntar sobre as leis que foram criadas, né, para que a cultura africana fosse trabalhada na sala de aula. Vão perguntar, vão estudar a colonialidade nos currículos, e ao mesmo tempo a decolonização e a abertura para outros saberes. Vão se interessar pelas vozes negras, suas narrativas e silenciamentos. Donc ces trois femmes présentées ici, Anória Oliveira, Lícia Barbosa et Célia Santana Silva, vont également intégrer notre GE, feront partie intégrante de notre GE. Et elles vont se poser des questions justement référentes aux lois qui ont été créées pour rendre visible, pour légiférer sur la présence en fait de cette ascendance africaine, des racines africaines dans les manuels scolaires. Lícia Barbosa également va se poser la question sur les manuels scolaires, sur la décolonisation et l'ouverture à d'autres savoirs. Et puis Célia Santana Silva va se poser la question de la place en fait de l'enseignant, de l'enseignement. Comment l'enseignant travaille ces récits, comment également il essaye de repérer la mise en silence de ces récits. Estamos finalizando. E aí nós vamos perguntando nessa finalização aqui, nessa provocação dessa reflexão que continua, como estamos, portanto, tecendo, ajudando a tecer com estas narrativas afrodiaspóricas e africanas, epistemologias alternativas e emancipatórias. Como estamos tecendo, como estamos ajudando a tecer essas epistemologias alternativas e emancipatórias. Donc c'est un dialogue très actuel auquel nous proposons de nous associer parce qu'on essaye de tisser, de structurer, de savoir comment ces narratifs, comment ces récits afrodiasporiques se mettent en place, comment ils sont structurés. Et également on politise parce que cela arrive sur le terrain, hein, donc c'est une question aussi politique, hein, et qu'on doit la placer exatamente dans le champ politique. Como estamos politizando essa questão no campo da política? Essa é uma pergunta
que o professor Osmar traz para a fala dele na Bahia, né? Quando formos para a Bahia, é o título um pouco da fala dele. É ele que vai se interessar pela luta desarmada do subalterno, o nome do seu livro, pelo Devir Negro, outro livro que organiza, e pelos arquivos e as testemunhas da pobreza no Brasil, que é outra coletânea que ele organiza. Donc le professeur Osmar Moreira est ici présent, et qui fera également partie de notre JE. Il se questionne il pose la question justement de savoir comment actuellement nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de percevoir ces nouvelles épistémologies. Il est l'auteur de La lutte des armées de subalternes, et il a organisé également des anthologies. Une anthologie ici qui figure, c'est celle dont le titre est Le devenir noir. Et les archives, les témoignages et archives, témoins et pauvreté au Brésil. Donc à travers ces 3 ouvrages, il se pose cette question. O professor Osmar vai falar sobre o direito à memória. No Brasil também uma palavra que a gente tem escutado muito é o memoricídio, na linha do epistemicídio, né? Então o professor Osmar vai falar do direito à memória, levando a gente a refletir sobre o nosso gesto de conhecer, de desnaturalizar não só as epistemologias na academia, porque ele vai se interessar pela política estatal, mas também em outros diversos espaços, como os estatais, de forma que possamos, com outra enunciação, reinventar os arquivos humanos culturais. Et le professeur Osmar Moreira s'intéresse à la question également d'un néologisme qui veut dire mémoricide, donc les façons de, mémoricide, de tuer. Non, le droit, pardon, c'est mémoricide, ça veut dire donc la mort en fait de la mémoire, et lui va justement essayer de comprendre et de mettre en avant justement le contraire, le droit à la mémoire. Il nous amène donc à réfléchir sur vai nos levar a reinventar. Oui, il travaille, il mène cette réflexion au sein de son institution, mais aussi dans d'autres espaces, au-delà justement du monde institutionnel et académique. Por fim, rever uma política estatal, cultural, subjetiva, passa por gestos como esse aqui, né? De estabelecimento de pontes, de trocas, de reflexões constantes sobre a geopolítica do conhecimento, sua nocividade e potência, e como nós, onde estamos e como estamos, e estabelecemos laços, podemos fazer girar essa geopolítica. Je pense que até aqui tá bom, para encurtar aí. Donc c'est ça, c'est le travail que nous avons ici, c'est celui de mettre un rapport, de voir comment nous pouvons réfléchir ensemble à ces différentes épistémologies, également d'établir des ponts, de montrer les croisements d'essayer de placer cette question au niveau géopolitique, qui leur est quand même assez cher, c'est le terrain de la géopolitique. Então, precisamos perceber as encruzilhadas, de modo que um saber, não seja excluído pelo outro, né? Afinal, como bem nos ensina os conhecimentos fabulados africanos, as escrevivências afrodiaspóricas, inclusive de mulheres, não podemos viver sem o outro, apagando o outro. Et donc c'est dans ces carrefours-là, espèce de carrefour, qu'on doit trouver des formes d'échapper à ces formes d'exclusion, à toute forme d'exclusion. Et c'est à travers le savoir de ces femmes-là qu'on propose de mettre en place le débat. Nessa contranarrativa de resistência, as lágrimas precisam ser de insubmissão. E as nossas enunciações precisam acordar, sacudir textualidades, a começar pela nossa. Oui, ici ou là. Acho que tá bom, né? Nessa Donc, dans ces contre-récits de réexistence, les larmes, elles ont besoin d'être insoumises, justement. Et les énonciations épistémologiques ont besoin d'être secouées par la textualité, à commencer par notre propre existence.
Elles ont besoin de questionner les injustices, de remettre en question, et également à travers ces implications. À travers ces implications, nous pouvons trouver d'autres possibilités de changer en fait ce cadre. Pronto, aqui pouco debruçando sobre outras epistemologias e ao mesmo tempo tecendo outras epistemologias. O livro da Conceição Evaristo, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, a capa do livro da pesquisadora que vai falar das médicas sacerdotisas africanas, né? O meu caminho de produção, ouvindo mulheres do campo, e já tecendo outras leituras sobre essas mulheres, sobre o sertão, sobre as cangaceiras, né? O livro da professora Nora e da professora Lícia, tematizando as literaturas afro-brasileiras e africanas, os personagens negros, as mulheres do hip-hop, que ela chama a força dos iabás, né? Aqui também a Nória tematizando os negros protagonistas na literatura infanto-juvenil, Letramentos de Resistência, de Ana Lúcia, o livro ficcional e conceitual de Conceição Evaristo, nos dizendo que a gente, se eles estão combinando de nos matar, a gente precisa combinar de não morrer. E a Lélia Gonzalez para finalizar. Então, ao mesmo tempo que a gente está estudando essas epistemologias outras, a gente também vai ajudando a construir essas epistemologias alternativas. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professora.